Naît-on ou devient-on? Naît-on ou devient-on humain? La réalité des enfants sauvages, des enfants que l'on a trouvés qui n'avaient pas reçu de culture, qui n'avaient pas reçu d'éducation humaine, cette réalité des enfants sauvages nous amène à nous questionner sur la condition humaine, sur le devenir des êtres humains. Est-ce qu'un être humain est humain par nature ou est-ce qu'il le devient du fait de son existence? D'abord les faits, les enfants sauvages. On n'est pas dans la mythologie, on n'est pas dans les légendes que nous connaissons peut-être tous. On est dans des faits anthropologiques comme l'enfant de l'Aveyron, Victor, que Truffaut a pu mettre à l'écran. Et on est aussi dans le cas des enfants que l'on a trouvés au moment où il y avait l'effondrement des institutions en Russie. Des enfants qui, laissés à leur sort, finalement reçoivent leur conditionnement d'animaux, de meutes de chiens, ou on ne sait même pas de quoi. En tout cas, ces enfants ne développent pas les facultés et la potentialité humaine. Qu'est-ce que nous montre ce fait anthropologique? Ce fait anthropologique nous montre la plasticité de la condition humaine. L'être humain a une capacité d'adaptation au milieu, aux conditions dans lesquelles il existe. Et finalement, alors que peut-être qu'un petit caneton élevé par une poule du fait qu'on a mis l'œuf dans la couvée ira nécessairement à l'eau un jour ou l'autre, malgré la détermination de maman poule pour l'empêcher, mais le caneton ira à l'eau, alors que le petit humain, lui, est finalement déterminé par l'environnement dans lequel il vit. Même nos sens, même nos capacités sensorielles, l'ouïe, l'odorat, vont se développer relativement au milieu dans lequel nous vivons. Un enfant qui grandit dans une forêt, un enfant qui grandit dans une ville n'auront pas exactement les mêmes capacités sensorielles, le même odorat par exemple. Les seuils ne seront pas les mêmes. Donc finalement, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que l'être humain est un ensemble de potentialités. C'est un bipède potentiel. Il a le langage potentiellement. Il va réfléchir potentiellement. Mais tout cela ne sera en acte, ne sera actualisé qu'à partir du moment où il sera plongé dans une culture, où il pourra apprendre une langue. C'est à ce moment-là que sa faculté du langage va devenir une faculté actualisée. Donc, pour être humain, eh bien, il faut un humain mis en culture. Il faut bien un individu de l'espèce humaine, c'est sûr, c'est certain, mais il faut que cet individu ait vécu dans une culture humaine, que sa conscience ait pu être éduquée, cultivée. L'humain donc est déterminé par l'existence et par son vécu. Et c'est ce que Sartre explique et théorise de façon beaucoup plus amplifiée dans sa philosophie, l'existentialisme. D'ailleurs, j'invite chacun à lire cet ouvrage, ce petit ouvrage qui est un grand ouvrage, L'existentialisme est un humanisme. C'est un ouvrage de 1946 où Sartre explique finalement que l'existence précède l'essence. Je vais vous lire quelques lignes de Sartre. Qu'est-ce que l'être humain? Il dit « un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept ». Autrement dit, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas un humain pré-pensé. L'humain sera ce que son existence le fera être. L'homme existe d'abord, dit Sartre, se rencontre, surgit dans le monde et il se définit après. Il n'est pas définissable avant, il n'est d'abord rien. C'est très fort, il n'est d'abord rien. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Finalement, l'existence précède l'essence. Et ce que Sartre veut nous dire, c'est que l'existence va déterminer l'individu. L'individu sera ce que sa vie a fait de lui. Et donc du coup, quelques années plus tard, Simone de Beauvoir, dans Le deuxième sexe, un ouvrage remarquable, dit au deuxième tome
en 1949, on ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas femme, on le devient. Phrase absolument surprenante pour l'époque, pour toutes les populations de l'époque. Comment peut-on dire qu'on ne naît pas femme, qu'on le devient? Que veut dire Simone de Beauvoir et qu'est-ce que vous comprenez à ça? Est-ce que ça vous interroge? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que nécessairement une femme est une femme ou vous comprenez ce que Sartre veut dire? Beauvoir veut dire? Bon, techniquement, lorsque l'on est avec le sexe féminin, nous sommes génétiquement femmes. Donc, pour moi, on est femme. On est très femme. Mais ce que Simone de Beauvoir veut nous faire comprendre, c'est que justement, il ne faut pas confondre la notion femme, la notion homme, ou encore la notion de féminin ou de masculin et le sexe, c'est-à-dire l'organe biologique. Nous avons certes un organe biologique à la naissance. Nous sommes une femelle ou un mâle. Mais une femme ou un homme, ce n'est pas un organe biologique. La femme et l'homme sont deux catégories culturellement déterminées. Chaque culture va nourrir ces catégories d'un certain nombre de critères. Une femme, ça va prendre soin d'elle. Une femme, c'est fragile. Une femme ne supporte pas les trop fortes émotions de la guerre. Un homme, c'est un guerrier. Un homme, c'est fort. Vous voyez ? Et ces caractéristiques-là vont varier d'une culture à l'autre. Les anthropologues du XXe siècle l'ont maintes et maintes fois démontré. La femme ne se définit pas d'une culture à l'autre de la même façon. Ce sont des catégories culturellement déterminées. Donc quand Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », ce qu'elle dit, c'est pas qu'elle nie qu'on naît avec un organe femelle, ça ce serait une incohérence que Simone de Beauvoir ne pourrait évidemment pas faire. Ce qu'elle veut dire, c'est que finalement femme est un genre, une catégorie, ce qu'on appelle le genre, une catégorie sociale déterminée. Et que cet individu qui est né avec ce sexe femelle va, par la société, être conditionné pour devenir une femme, avec tout ce que ça a de frustrant et de castrateur. Et pareil pour les hommes, le mâle va être amené à devenir un homme avec tout ce que ça a de castrateur et de frustrant. Donc finalement, la société va nous faire devenir quelqu'un. Elle va nous faire entrer dans les catégories qu'elle a déjà prépensées. Et ce n'est pas notre nature première. Il y a un état premier de notre être qu'on pourrait considérer comme un état zéro de notre être, puisque Sartre disait il y a 2 minutes que l'homme n'est rien au début de sa vie. C'est cette existence qui va venir nourrir et éveiller nos facultés, nos potentialités et déterminer finalement notre personnalité. Nous devenons ce que la société a décidé que nous devons devenir par rapport au comment elle accueille un individu de notre genre. Du coup, Sartre nous amène, et l'existentialisme de façon générale nous amène à comprendre que finalement, on ne naît pas ouvrier, on le devient. On ne naît pas bourgeois, on le devient. On ne naît pas handicapé, on le devient. Même l'handicap, là aussi, on voit que c'est une réalité biologique. Mais en fait, l'interprétation de cette réalité biologique sera une interprétation socialement déterminée. Donc, allons plus loin dans la réflexion du ce que nous sommes réellement. On ne naît pas X, on devient X, quelle que soit la caractéristique que l'on met derrière le X. On ne naît pas nègre, on le devient. On ne naît pas blanc, on le devient. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça, pour vous, c'est insensé de penser que finalement, nous tous, nous sommes devenus blancs, nègres, nous nous sommes perdus en route, donc ce n'est pas ce que nous sommes? Que pensez-vous de cette idée qu'on ne naît pas nègre, on le devient? En revenant à ce que je disais, moi je me considère comme noir, on fait ma couleur de peau. Comme mes collègues blancs, noirs, couleur asiatique.
une certaine diversité. Mais est-ce que vous êtes noir? Oui, je me considère comme noir. Vous vous considérez comme noir. Vous vous considérez librement comme noir. C'est ce que vous pensez? Oui. Vous affirmez votre liberté à ce moment-là? Oui. Vous êtes. D'accord. Alors, on va raconter une petite histoire. La petite histoire de vous, Evan. Donc, nous sommes au 15e siècle. C'est un siècle comme ça, hypothétique. Et nous avons un individu, X, qui dit, qu'on lui demande qui est, quand cette personne se présente et s'identifie, à la réponse qui suis-je, cette personne en Europe nous répond, je suis celte. Nous avons un individu Y. Cette fois-ci, on est en Afrique. À la question du qui suis-je, cet individu nous répond, je suis Wolof. Nous sommes au 15e siècle. Le temps est passé entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous mes ponts, et nous nous retrouvons au 21e siècle. Nous revenons voir quelqu'un de la même région, on lui demande, mais qui êtes-vous? Comment vous vous définissez? Comment cette personne va construire la représentation qu'elle a d'elle-même? Et voilà que cette personne se considère fondamentalement comme blanc. Et cette autre personne se considère fondamentalement comme un nègre. Son ancêtre disait « je suis celte ». Son ancêtre disait « je suis Wolof ». Plusieurs siècles plus tard, un blanc, un nègre. Que s'est-il passé entre-temps? Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu une théorie. Je dis bien une théorie, parce qu'il s'agit d'une théorie scientifique. Il s'agit d'une proposition que la science moderne a faite pour interpréter la biologie humaine. Le racisme classe les êtres humains en un nombre de races, 3 ou 4. Selon cette théorie, il y a 3 races ou 4 races, noir, blanc, jaune. Pour chacune de ces catégories, il y a des caractéristiques physiques et des caractéristiques psychiques. Et tous les êtres humains, pendant toute cette période, ont été classés dans ces catégories. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait entrer cette idéologie, cette théorie, cette idéologie dans l'esprit de tous les êtres humains de cette planète, qui ont fini par dire quoi? Par dire « je suis un nègre ». Nous sommes donc devenus des nègres. Nous sommes donc devenus des blancs. Nous ne sommes pas en soi blancs ou nègres. C'est la théorie raciste qui a réussi à devenir le modèle dominant de nos sociétés, qui s'est répandu sur la planète, avec bien sûr les conquêtes coloniales européennes, et qui a amené chaque individu à ainsi s'interpréter, se représenter comme membre d'une race. C'est très important de comprendre cela, parce qu'on a quand même la prétention de devenir libre. De devenir libre alors que notre être a subi une réduction. Une réduction, pourquoi? C'est très important parce que finalement, la question de la race n'est pas considérée comme une question secondaire. Les gens se définissent essentiellement par cela. Et ils définissent les autres essentiellement aussi par il est blanc, il est noir. Appelle le blanc là pour moi. Non, non, c'est le noir, non, le noir derrière là. La première caractéristique, on ne va pas dire non, c'est le polo jaune. C'est pas ça, c'est pas ces caractéristiques que l'on va mettre en avant. Comme quoi la question de la caractéristique raciale est devenue essentielle dans notre façon de saisir et
de nommer et de nous représenter les autres, nous sommes finalement devenus racistes. Nous sommes les premiers praticiens de la doctrine raciste. Nous rencontrons les gens en les interprétant comme membres d'une race. Or, ils n'étaient pas membres de race, c'était un Wolof. Finalement, on a oublié qu'est-ce que l'Afrique, on a oublié quels sont les peuples africains. On ne sait pas qui ils sont. Ils sont nègres. C'est un grand tout qui broie, qui fait disparaître les identités, qui fait disparaître la diversité. Mais alors peut-être que tu me dirais que finalement dire que quelqu'un est noir, c'est pas en soi du racisme, c'est juste désigner la couleur de peau. C'est ça qui était un petit peu en substance dans ton propos. Oui, je dirais que justement, en définissant quelqu'un, la personne est noire, c'est sa couleur, donc c'est une caractérisation et non quelque chose de péjoratif. On est d'accord, mais est-ce que tu as observé que finalement les gens ne font que désigner la couleur de la peau? T'es sûr de ça? Est-ce que quand quelqu'un dit c'est un noir, cette personne veut dire sa couleur de peau est noire? Nous sommes déjà arrivés à ce stade selon toi? Enfin, bon, après ça dépend de la personne qui le dit et du ton qui a été employé. Parce que moi j'ai l'impression que, par exemple, le fameux Chabin de la Martinique, qui a la peau blanche, personne ne dit appelle le blanc. Pourtant, il a la peau blanche comparable à d'autres personnes qui sont rangées dans la catégorie blanche. Il a la même couleur de peau. Il y a des Chabins, c'est la même couleur de peau. Pourtant, on considère qu'ils sont noirs. Ce fait nous montre bien que finalement, il ne faut pas qu'on se mente à nous-mêmes. Ce n'est pas vraiment la couleur de peau que l'on identifie quand quelqu'un est désigné comme noir ou comme blanc. C'est bien quelque chose qu'à voir avec l'identification raciale. Le Chabin est considéré comme noir. Pourquoi? Parce que finalement, on pense qu'il est rattaché essentiellement à la race noire. Ça a à voir donc avec cette fameuse classification. Maintenant, tu pourrais me dire, mais madame, le Chabin est un métis en soi. Le Chabin est un métis puisque il est un mélange. Il est un mélange. Donc le métissage est fondamentalement un mélange de races. Mais si on définit le métissage comme un mélange de races, il y a un problème. Si les races n'existent pas, comme tous les élèves le disent très clairement, les races n'existent pas, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Vous le dites, tout le monde le dit. Mais la question c'est est-ce que tout le monde le pratique? Finalement, notre Chabin, c'est un métis. Mais peut-être que là, il faut encore que nous révisions notre copie sur qu'est-ce que le métissage. Parce que si on identifie le métissage comme étant le mélange de races, finalement, on maintient l'idée de race. Donc il faut encore creuser cette question du métissage, ce que peut-être je n'aurai pas le temps de faire aujourd'hui, puisqu'on va poursuivre sur la question du « qui suis-je » Comment finalement je vais faire pour sortir de cette situation? Et est-ce qu'il est souhaitable que j'en sorte? Comment je vais faire? Est-ce que je suis nègre? Est-ce que je suis blanc? Et je dois accepter que finalement ce processus historique a eu raison de moi. Et finalement a fini par me dire qui je suis. A fini par dire que le nègre ça commence ici, ça finit ici en Afrique. Et au-delà, c'est un maghrébin, c'est un arabe. Est-ce que c'est l'autre qui nous dit qui nous sommes? Non, en soi, je ne pense pas que c'est l'autre qui nous dit qui nous sommes. Je sais que je suis Evan, mais ma couleur de peau, elle est noire. Après, certes, dans la plupart des
population, la couleur de peau appartient aussi à une certaine ségrégation sociale. C'est-à-dire que par rapport à l'esclavage, par exemple, étant donné que les personnes de couleur de peau blanche, avant elles dominaient les noirs. Et donc maintenant jusqu'à aujourd'hui, ça atteint les populations noires, car le racisme anti-blanc, en prenant l'exemple de Martinique, il est présent. Et donc, toi, tu penses que le racisme anti-blanc, ça a du sens? Non. Non, ce que je veux dire. Tu sais qu'il y a un débat sur la notion même de racisme anti-blanc. Certains disent le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le racisme. Et le racisme a toujours eu comme objet discriminant les nègres. Que c'est un abus de langage de dire racisme anti-blanc. Tu en penses quoi, toi? Tu penses, dans ta réalité, qu'un blanc, un individu qu'on identifie à la catégorie blanche, puisqu'il n'est pas blanc, il est identifié à la catégorie blanche, il est classé dans la catégorie blanche. Est-ce que cet individu peut subir un racisme? Je dirais pas que ce sera... C'est vrai que je dirais pas que ce serait subir, parce que le racisme est plutôt du côté des noirs, justement. Parce que déjà, rien qu'en disant le mot nègre, c'est quelque chose de péjoratif. Alors qu'en traitant entre guillemets quelqu'un de blanc, ça va pas forcément l'atteindre. Ça va justement, vu la vision des autres, le aussi. Tout à fait. Mais ça, c'est dans le cadre du racisme avec hiérarchisation des races. Et ça, évidemment, il faut le déconstruire. Mais il faut aller encore plus loin. Même si on retire la question du péjoratif et de la classification raciale, imaginons qu'on dise, on est dans la deuxième vague des théories racistes, imaginons qu'on dise que toutes les races apportent leur contribution à l'humanité. Les blancs, eux, ils apportent le caractère intellectuel, la rationalité. Les noirs, eux, c'est la sensibilité, la musique et les arts, le corps musclé. Est-ce que ça, ce serait du racisme encore, ou tu considères que comme finalement chacun a trouvé sa place dans l'organisation mondiale, ce n'est plus du racisme? En soi, ça resterait du racisme, parce que par exemple, on va voir l'enfant, on va lui dire toi tu es noir, tu fais pour la musique et non pour les activités intellectuelles. Donc ça reste une forme de racisme. Ça met une certaine étiquette sur chaque race entre guillemets. Voilà. Donc finalement, c'est la notion même de race qui est un problème. Puisque dans la notion de race, il y a les caractéristiques physiologiques et il y a les caractéristiques psychiques. Et évidemment, l'individu va être après limité dans son devenir du fait des caractéristiques qui sont rattachées à la race à laquelle on l'a rattaché lui-même. Donc quand on identifie un individu comme nègre, il y a déjà toute l'interprétation des caractéristiques rattachées à cette race qui viennent être plaquées sur cet individu. Et ça, c'est une véritable limite à sa vie. C'est ce qu'on appelle finalement un processus de réification. Un processus de réification, c'est-à-dire en réalité, nous sommes des sujets. Nous sommes des sujets. C'est-à-dire que nous sommes des consciences libres. Ça, la nature humaine, c'est d'être une conscience libre. Le processus de réification va finalement faire de ce sujet, cette conscience libre, va en faire une chose. Un objet dont on dispose, même si les deux mots n'ont pas exactement le même sens, bien sûr, objet et chose. Une chose, c'est-à-dire un être. Des êtres interchangeables. Des êtres interchangeables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, on n'a pas reconnu les caractères, la valeur singulière,
la valeur singulière de l'individu. Or, ce qui fait un humain un sujet à une conscience libre, c'est sa singularité. C'est le fait que cette personne va croître et donner lieu à un être qui est comme une œuvre d'art, unique. Et donc, quand on réifie un individu, c'est quoi le processus de réification? C'est le fait de ne pas le reconnaître. De ne pas le reconnaître comme un humain, comme un être à valeur singulière et unique. C'est finalement considérer qu'il s'agit d'une chose interchangeable. Or, nous ne sommes pas interchangeables. Nous sommes uniques et interdépendants. Quand on procède au processus de réification d'un être, finalement, on le transforme en chose et on va créer une catégorie. On ne va pas le dire je vais te transformer en chose, non. On va créer une catégorie qui permet cette réification. Et cette catégorie, ça peut être tout simplement une catégorie raciale. Tu es un nègre. Et à nègre, je donne des caractéristiques. Le défi pour nous, le défi pour nous, ceux qui ont connu cette histoire dont tu parlais, l'esclavage, qui l'ont connu non pas personnellement, mais qui l'ont connu du fait de leur héritage. Notre défi, c'est finalement de se placer sur le plan de l'universel. Le plan de l'universel qui nous a été refusé. Parce que quand on prend un être humain et qu'on l'amène, on l'enferme dans cette catégorie de nègre, qu'on l'a ainsi réifié, eh bien, il n'est plus dans la catégorie de l'humain. On ne lui accorde plus le droit de se retrouver dans la catégorie des consciences libres. C'est pour cela que Fanon nous invite à retrouver cette universalité de notre être. Par exemple, petite citation de Fanon. Fanon qui est un psychiatre martiniquais, comme chacun peut-être le sait, et qui a écrit une œuvre remarquable, à lire impérativement, peu à peu si on ne peut pas lire vite, Peau noire, masque blanc. Il faut absolument lire cette œuvre. Il ne faut pas entendre les autres dire « j'ai lu et il y avait ça ». Non, il faut la lire soi-même. Malgré la pleine conscience de Fanon sur la question raciale et sur les aliénations des créoles, Fanon dit « Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. » Nous tendons à libérer l'homme de couleur de lui-même. De lui-même, c'est-à-dire du comment il se représente, de la catégorie dans laquelle il a été enfermé et finalement, catégorie dans laquelle il accepte encore d'être enfermé. Parce que qui a dit à l'homme de couleur qu'il est un nègre? Ce n'est pas la conscience de soi, ce n'est pas une démarche personnelle, une quête personnelle qui a amené l'individu à dire « Ah, je suis un nègre ». Non, il y a eu d'abord une colonisation raciste qui a fini par laver les consciences de leur identité culturelle et faire un processus de remplacement identitaire pour que finalement nous soyons tous en train de nous identifier à nègres. Mais la race n'était pas le soi. C'était pas là que soi se trouvait. C'est un soi de substitution. Finalement, un soi aliéné. Il faut donc, et c'est à cela que Fanon nous invite, nous libérer du processus de réification, qui est un long processus. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, on ne sera plus raciste. Le programme est trop bien ficelé, tout est bien fait. Il n'est pas dit que demain, j'arriverai encore à ne pas dire « Ah, c'est le blanc qui conduit la voiture ». Non, je vais encore le faire. Mais je dois accueillir le fait que je le fais encore
pour pouvoir demain progresser et dépasser cette classification négatrice des identités. Et Fanon de dire, cette phrase très connue aussi, le blanc est enfermé dans sa blancheur, le noir dans sa noirceur. Les choses sont claires. La blancheur ou la noirceur sont des processus de réification et donc le blanc lui-même, même s'il était en posture apparemment de dominant, n'est pas plus libre que le nègre. Il est devenu blanc, comme le nègre est devenu noir. Chacun doit maintenant, finalement, s'évader des races. Nous sommes devenus nègres, nous sommes devenus blancs. Il nous faut procéder à une désaliénation qui passe par une déracialisation de nos êtres, du regard que l'on porte sur les autres. Qu'en penses-tu? Je pense que ce que vous dites est assez vrai, parce que justement, vous dites dans le processus de réification, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une étiquette que l'on prend avec des caractéristiques. Donc je suis nègre, c'est-à-dire que je sais bien danser, j'apprends à muscler, et voilà. Donc oui, donc il faut rentrer avant dans l'acceptation du fait que nous participons à la réification et ensuite pouvoir sortir de ces impositions. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Evan, mais je ferai juste une nuance. Je n'aurais pas utilisé le mot acceptation. Parce que chez moi, toi tu as tes propres catégories, tu crées tes concepts et tu as raison, mais chez moi, le mot acceptation renvoie à une forme de soumission. C'est-à-dire quelque chose que je porte lourdement, oh j'accepte, c'est ce qui s'est fait, j'accepte. C'est pour cela que moi j'ai plutôt tendance à utiliser le mot accueillir. Il faut accueillir notre histoire pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir la digérer, pour pouvoir la vivre. Il faut l'accueillir comme une expérience universelle de l'humanité. C'est essentiel. Et c'est justement de cette expérience universelle que l'on veut nous sortir. Il ne faut pas avoir une expérience nègre. Il faut avoir une expérience universelle de l'humanité dans l'expérience nègre. Il ne faut pas accepter, comme tu l'as dit, cette étiquette qui finalement nous enferme dans l'altérité. Il y a la musique et la musique nègre. Il y a la littérature et la littérature nègre. Mais pas du tout. Il y a la littérature. Et nous avons écrit, nous aussi, l'histoire de la littérature. C'est extrêmement important. Et la question de la femme, c'est la même question. La femme a été renvoyée dans l'altérité. La femme est cet autre. Il y a l'humain, et la langue française est très claire là-dessus. Il y a l'homme, et il y a l'homme, le masculin, l'humain, et il y a cet autre, la femme. La femme est un autre dans sa propre espèce. On voit la puissance de l'idéologie. Elle a été, et Simone de Beauvoir l'explique brillamment, elle a été mise dans l'altérité dans son espèce, en ce sens que le masculin était posé comme l'unité de l'espèce. Il faut se libérer des catégories qui nous aliènent, qui nous interdisent de pouvoir devenir l'homme que nous sommes. Et c'est cette invitation que l'existentialisme a faite à l'humanité. Mais l'actualité, pour en finir, l'actualité m'a amené à réfléchir encore et encore à cette question, parce que finalement, cette question, elle est au cœur de notre actualité, tout le temps. Notre actualité, où on a entendu parler encore une fois du problème noir. J'invite chacun à réfléchir à cette notion qui semble absolument banale, la notion de problème noir. Pourquoi? Pourquoi on désigne ce fait, lequel? Le fait que des individus qu'on a classés dans une catégorie raciale subissent des discriminations jusqu'à les mettre à mort, jusqu'à les brutaliser du fait des discriminations. Pourquoi ce fait est appelé problème noir? Pourquoi finalement le mot problème est rattaché à noir?
Puisque, enfin, je vais expliquer ce que je veux dire par un ultime petit schéma. Chacun sait, aujourd'hui, qui ne sait pas, chacun sait, que l'humanité est diversité. Et que c'est une race. On parle de race humaine. Et donc, chacun sait que si j'ai la peau noire, eh ben, peau noire, je fais partie de cette diversité. Si j'ai la peau jaune, je fais partie de la diversité. J'ai la peau rouge, je fais partie de la diversité. J'ai la peau verte, pourquoi pas, et hop, 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 on y va. Mes cheveux, quel que soit le type de mes cheveux, hop, cheveux comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, je fais partie de la diversité de l'humanité. Ça, c'est le fait biologique, indiscutable. Pourtant, certains refusent d'être dans cette catégorie. Certains disent, quand on leur dit, eh ben, finalement, tout le monde se retrouve là-dedans, ceux qu'on avait appelés noirs, ceux qu'on avait appelés jaunes, les arabes, tout le monde est là-dedans, ils refusent de se retrouver dans la même catégorie que ceux-là. Et ils disent, je suis blanc. Ils se maintiennent dans la catégorie raciale blanche, parce qu'ils ne veulent pas être dans la catégorie dans laquelle les autres sont. Et ils appellent les autres, tout le monde a déjà entendu ça, les non-blancs. Ce qui est très intéressant. Pensez toute l'humanité comme non-blanche. C'est nécessairement se penser comme l'unité de mesure, puisque tout est pensé relativement à blanc. Eh bien, finalement, qu'est-ce qu'on constate? Que cet individu, je n'ai pas dit les blancs, ce serait du racisme et c'est faux en plus. Cet individu qui continue à se situer dans la catégorie blanche, cet individu-là considère qu'il n'est pas humain. Puisque tous nos biologistes sont très clairs sur la question. L'humanité est diversité de type. Donc celui qui continue à se maintenir dans la catégorie blanche refuse de faire partie de l'humanité. Et finalement, si on réfléchit bien, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème blanc que nous avons? Finalement, celui qui pense être blanc et qui se maintient et qui dit qu'il y a un problème noir, il envoie un message indirect à travers cette notion qu'il généralise à travers les médias. Le message indirect, c'est que le problème n'est pas du côté des blancs. Le problème est du point de vue de la réalité des noirs. Ils ont un problème. Nous n'avons pas de problème. D'ailleurs, ils s'intéressent à ce problème quelquefois comme ça, au hasard d'une rencontre. Mais est-ce que pour eux, c'est le problème fondamental? Pareil, les hommes, dans le sens, le masculin. Le problème de la femme, ce n'est pas le problème de l'homme. Mais pourtant, dans les faits, qui pose problème à l'autre? Qui remet en cause l'humanité? Qui met en danger l'humanité? Qui engage l'humanité dans un cycle de violence, de colère et de ressentiment? Pourquoi le mot problème est joint au mot par lequel on désigne la victime? Problème de la femme, problème noir. Il est temps que le mot problème soit plutôt du côté du bourreau, pour qu'il y ait un véritable questionnement de celui qui nourrit ces mécanismes de réification. Et ainsi, il va se libérer lui-même. Et là, le blanc sera libéré de la blancheur et le noir de la noirceur. Nous serons alors devenus
des hommes.